Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. C'est une nouvelle interview à 3 voix autour du couple, de la famille et du business que je vous propose aujourd'hui avec mes audacieuses, Céline du podcast 1, 2, 3 pépites et Swazig du podcast Au cœur du couple. Ensemble, nous recevons Margot Canoni, cofondatrice de la marque Jolie Mama. Douce et spontanée, elle revient sur son parcours éclectique, son aventure entrepreneuriale, mais également sur sa vie de femme et de mère. Entre anecdotes, conseils et confidences, Margot nous en apprend plus sur son rythme, sa philosophie de vie, son équilibre vie pro-vie perso et bien sûr les coulisses de sa marque Jolie Mama, l'expert nutrition numéro 1 de la maternité. Si je dois bien retenir une chose de cet épisode, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer et faire preuve d'audace. Avec le code audacieuse au pluriel, vous avez moins 15% sur toute la boutique Jolie Mama. Belle écoute! Bienvenue dans ce podcast des Audacieuses. On est hyper contente d'être autour de cette table. Laura, Swazig, mes acolytes, Céline, moi-même et surtout notre invitée du jour, Margot. Margot, la fondatrice de Jolie Mama, une marque qui a le vent en poupe, qui est très installée dans l'univers de la maternité et des femmes en général sur la nutrition. Tu vas nous raconter tout ça. On a chacune nos casquettes. Moi, la famille, Laura, le bien-être et le business, Swazig, le couple. Et donc, on va te poser tout un tas de questions si tu veux bien nous parler de ta vie de femme, d'entrepreneur, de mère. Merci beaucoup d'être là avec nous, Margot. Merci beaucoup de m'accueillir pour ce podcast. Voilà, moi, c'est un honneur d'être invitée par vous trois. J'aime beaucoup ce que vous faites, donc je suis très contente d'être là. Alors, Margot, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et comment tu en es arrivée à créer Jolie Mama? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que c'était un déclic ou un cheminement? Du coup, donc moi, je suis Margot. Je suis cofondatrice de Jolie Mama. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai eu un parcours assez éclectique. J'ai commencé en construction. J'ai ensuite fait de la finance et après, je travaillais dans la santé. Donc voilà, on voit que j'ai fait des choses assez différentes. J'ai toujours voulu entreprendre. J'avais monté une marque de t-shirts quand j'étais au lycée qui a très bien marché. Bon, ça restait petit, mais voilà, ça permettait d'avoir un peu de sous de côté pour les vacances, etc. Ensuite, j'ai dirigé pendant 8 ans une troupe de danseurs et comédiens sous un format associatif. Donc, c'était en parallèle de mon job. Et voilà, donc j'ai toujours monté des projets à côté qui étaient pas mes projets principaux, mais voilà, qui étaient des à côté. Les side projects. Exactement. Quelques années avant de lancer Jolie Mama, je sentais que j'avais envie de faire autre chose. Et l'idée n'est pas venue de moi, donc c'est de mon associé Marie qui a eu l'idée de le concept de Jolie Mama, alors qu'elle était aux États-Unis et où il y avait déjà des marques qui existaient autour de la nutrition des femmes et notamment des mères. Et voilà, elle rentrait en Europe et elle avait envie de voir si ça pouvait avoir un intérêt. Et moi, je travaillais dans la santé. Et puis, j'étais déjà maman de 3 enfants. Et donc, elle m'a contactée un peu, voilà, qu'est-ce que t'en penses en tant que mère, en tant que un peu experte santé? Et ça m'a tout de suite parlé. Et du coup, comme j'étais un peu à la recherche d'un projet, j'ai un peu sauté sur l'occasion de celui-là. Mais en tout cas, voilà, l'idée ne vient pas de moi. C'est pas mon cheminement personnel. Même si finalement, j'adhère à 200% aux valeurs et aux projets, mais ça vient pas de moi. Quels sont les souvenirs que tu gardes de ton arrivée justement chez Jolie Mama, les premières étapes de mise en place, ton rôle qui s'est dessiné dans la société? Pareil, ça a démarré un peu comme un side project. Je suis restée
je sais plus, les 2 ou 3 premières années, j'étais encore salariée à temps plein à côté du projet. Et on a complètement fait les choses à l'intuition. C'est pas un projet qui s'est construit, on s'est dit, on se pose, quel est ton rôle, quel est mon rôle, comment on construit. C'est en fait le truc, on s'est laissé porter par le projet. Donc sûrement qu'on a fait des erreurs en le faisant comme ça. Mais voilà, on s'est laissé mener par notre intuition, par ce en quoi on croyait. Et puis ça a évolué petit à petit jusqu'à se devenir ce qui est aujourd'hui une vraie entreprise qui, je pense, commence à être vraiment connue dans le secteur de la, on va dire, périnatalité, du désir d'enfant au postpartum. Pour celles qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux partager peut-être 1 ou 2 produits phares de Jolie Mama ? Ouais. Moi, je t'ai découverte en 2019 au moment où elle a été créée, puisque j'étais enceinte. J'ai eu l'impression du coup de voir une vraie explosion et une visibilité pour vous. Mais pour celles qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire peut-être le produit phare, celui dont tu es le plus fier ? Et je pense que c'est la base, c'est qu'on est fier de tous les produits. C'est que chaque produit, vraiment, si on voit qu'un produit, on n'est pas sûr à 200%, on ne le sort pas. Donc voilà. Et en fait, nous, ce qui nous différencie vraiment de d'autres marques, c'est qu'on a des produits de food. Donc ce sont des produits qui sont à la fois gourmands, qu'on intègre dans son quotidien et en plus qui comprennent des nutriments. Donc l'équivalent en gros d'un produit food et d'un produit complément alimentaire. Et celui dont je suis le plus fière, je pense que c'est la pâte à tartiner enrichie en DHA, qui a un succès, qui marche super bien. Et ça montre vraiment qu'on peut faire du gourmand, du sain et un enrichissement. Et donc vraiment consommer différemment au quotidien. Margot, tu l'as précisé en introduction, là tu es maman de 3 enfants, tu es aussi à la tête de cette boîte. Je pense que pour beaucoup de femmes, ça peut parler de savoir comment tu organises ta vie, comment tu gères cet équilibre entre les deux. Ça peut être un vrai challenge. Est-ce que, dis-nous tout. Ouais. Alors déjà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un équilibre. Je pense que, et puis chacun a son équilibre, donc les conseils que je vais donner, je considère que c'est les miens, mais ça marche pas forcément pour tout le monde. C'est très difficile, je trouve, quand on est entrepreneur, d'arriver à se fixer des limites parce qu'on peut toujours travailler plus et se rendre compte que c'est un impact. Plus on travaille, plus quand même globalement on voit des résultats. Donc moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était un peu une fuite en avant et qu'il fallait de toute façon s'imposer des contraintes, des limites. Moi, alors déjà, je travaille de chez moi, ce qui fait que je vois les enfants rentrer, mes 2 grands le soir. Donc ça, c'est chouette. T'as quel âge comme enfant ? Alors, un qui va avoir 13, un qui a 10 ans et demi et un qui va avoir 7. Et les 2 grands rentrent tout seuls et je vais récupérer le dernier qui reste à l'étude après l'école, donc à 17h50. Et de 17h50 à 20h, en gros, je suis vraiment avec eux. Je regarde les devoirs, c'est moi qui prépare le repas, je vérifie qu'il y a le main. Alors, ils sont assez indépendants et autonomes, mais j'ai quand même un œil sur tout ce qui se passe. Et surtout, indépendamment des devoirs, je sais que chacun, j'essaie de leur poser des questions sur comment ça se passe la journée, indépendamment des trucs très précis d'école. C'est sentir s'il n'y a pas un truc, qui a pu les chagriner ou des relations avec leurs copains. Donc une présence du quotidien. Quoi. Exactement. Et du coup, je trouve qu'on a instauré une relation de confiance qui est super chouette, que je trouve que c'est vraiment appréciable, où ils se sentent à l'aise de me dire ce qui ne va pas ou quelque chose qui peut les déranger. Et en fait, plus ils grandissent, plus il y a quand même des petites questions, une remarque qu'a fait un copain ou un prof, il y a des choses qui peuvent les interpeller et je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler au quotidien. Et le fait d'être présente dès cet horaire-là, en tout cas autour de 18h, ça a toujours été une priorité pour toi ? Ah non, pas du tout. Non, ça je le fais depuis, depuis 1 an et demi, en gros. D'accord. L'été 2022, j'étais vraiment épuisée. Je me noyais dans le boulot, dans l'organe, dans tout. Et je me suis dit, en fait, si je laisse comme ça, en fait, à un moment, ça va exploser. Alors, je sais pas, au niveau du couple, au niveau de la boîte, il y avait un truc qui allait pas. Et donc là, c'est 2 ans de lancement. Hein. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit vraiment, même un peu plus. Mais je me dis, il faut vraiment qu'il y ait un changement radical. Et du coup, à partir de septembre de l'année dernière, je me suis dit, en fait, je change mon organe. D'organisation. Ouais. Avec une priorité du coup sur ce temps de famille. Du temps avec les enfants, plus de vie sociale, parce que je l'avais complètement coupé pendant plusieurs années, me remettre un peu au sport et voilà, essayer d'intégrer un rythme un peu plus sain qui peut être tenu sur le long terme, quoi. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, si tu veux bien. Ce qu'on a parlé de la famille, moi, je voudrais revenir un peu à la construction de cette famille. Donc, sur ton couple, est-ce que tu peux nous dresser un rapide portrait de ton couple ? Et après, j'aurai une autre question pour toi. Ok, donc on s'est rencontrés, j'avais 17 ans, lui 18, donc ça fait assez longtemps, pendant nos études, assez classique comme rencontre. Et on s'est mariés quand on avait 24 ans, donc 6 ans en gros après. On est tous les deux ingénieurs, donc on a un peu le même background. Pas du tout les mêmes personnalités.
et je pense que c'est une force. Et voilà, peut-être que tu as d'autres questions du coup. Ouais, c'était pour qu'on ait une idée, tu vois, pour qu'on se fasse une image. Je trouve que c'est important après quand on parle du couple. Et quelle a été la place justement de ton mari, de ton couple dans cette aventure? Est-ce que il a été partie prenante? Est-ce qu'il a été conseillé? Est-ce que c'était plutôt un rôle de, tu vois, un peu de soupape? Est-ce que tu prends ton couple comme une zone de décompression? Tu vois, quel rôle tu attribues à ton couple et à ton mari dans ton aventure entrepreneuriale? Ouais, il a eu en fait le même rôle dans l'aventure entrepreneuriale que ce qu'il a dans la vie de tous les jours. C'est un peu un pilier, c'est quelqu'un qui est très constant dans ses humeurs, dans sa façon d'être. Et donc pour moi, c'est très précieux parce que moi, je tombe plutôt des up and down, d'avoir quelqu'un où qui toujours, on sait qu'il est là, on sait qu'il est toujours pareil. Alors, il n'a pas voulu s'immiscer parce qu'il savait que c'était un peu mon projet. Mais si je le sollicite pour des questions, il va être là. Mais il n'est pas dans le projet comme peuvent l'être d'autres partenaires. En revanche, quand je suis pas bien, quand tout ça, voilà, il m'aide. Mais c'est vrai que moi, on parle assez peu de la boîte, en fait, quand on est tous les deux. Parce qu'en fait, je sais pas, on en parle déjà tellement toute la journée. Fulus, quand on a une marque digitale, les réseaux sociaux, le soir, le week-end, c'est que j'ai envie de lui parler d'autre chose, quoi, qu'on se parle d'autre chose. Et d'ailleurs, lui aussi me parle assez peu de sa boîte. C'est vraiment quand il y a un sujet particulier où on a du mal à le gérer. Mais dans le quotidien, voilà, c'est quelque chose qui reste un peu chacun de Tu vis plus ton couple j'ai l'impression comme un sas de décompression plutôt que comme un conseiller à part entière de ta. Oui, après de temps en temps boîte. quand même, tu vois. Mais c'est normal. Je pense que quand tu as des grandes décisions de ta vie à prendre, forcément t'en parles en couple, évidemment, quoi qu'il arrive. Mais non, effectivement, j'essaye un peu de séparer les choses au quotidien. Si on repart un petit peu de la marque Jolie Mama, c'est une marque qui propose des compléments alimentaires et des snacks pour la santé des mamans et de leurs bébés. C'est assez innovant finalement. Il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent ce type de produit qui dénote complètement. Est-ce que tu pourrais me parler finalement dans quoi cette marque est audacieuse? En toute transparence, il y a des marques similaires aux États-Unis, en Australie. En France, quand on a lancé, il y avait rien qui existait. Et encore aujourd'hui, il y a peut-être des marques qui sont concurrentes sur un ou deux produits, mais on n'a pas de marque qui est vraiment concurrente sur l'ensemble. Et ouais, donc ça a été un gros pari quand même de se lancer là-dessus. Pour nous, aucune de nous deux n'était ingénieur agronome. On n'avait aucune notion sur la production. Donc il a fallu vraiment se lancer sur un nouveau marché, en plus en gros, on a développé un nouveau process pour produire nos premiers produits qui étaient les snacks. Parce que la façon dont sont faits des snacks, des barres de céréales habituellement, tue les vitamines qu'on aurait insérées dedans. Donc on a dû développer un nouveau process. Au début, tout le monde nous disait mais c'est pas possible. Et en fait, on s'est un peu acharné. C'était vraiment nouveau marché, nouveau processus de fabrication, et nous, on n'y connaissait rien. Moi, du digital, ça me parlait pas du tout. Je n'utilisais même pas Instagram à titre perso. Je savais pas qu'on pouvait suivre des marques. Je croyais que c'était juste j'avais mes sœurs, ma famille, mes potes, mais voilà. Donc je partais de zéro. Donc voilà, vraiment très nouveau pour nous. On parle d'audace, donc forcément, par rapport à la transmission de cette audace, est-ce que tu as une clé sur comment permettre à nos enfants d'oser, de leur laisser pousser les ailes? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie de famille que tu as envie de nous partager qui permette ça? J'essaie de créer un climat de confiance et d'ouverture d'esprit à mes enfants pour leur montrer que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et après, dans audace, pour moi, alors il y a deux notions, mais peut-être que c'est que moi, c'est pas le collectif, c'est qu'il y a la notion un peu de danger, de faire des choses un peu dangereuses. C'est pas forcément ce que je pousse plus chez mes enfants, en tout cas, puis même dans ma vie personnelle. En revanche, le côté de changer ses habitudes et de pas rester enfermés dans des cases, ça, j'essaye vraiment de leur montrer qu'ils sont libres de pouvoir. Alors, à leur échelle, c'est choisir leurs activités. J'en ai un qui m'a demandé de faire du hip-hop et j'étais hyper contente. Alors que l'aîné n'est pas du tout comme ça, de le laisser faire, qui fait beaucoup de dessins. C'est plus leur dire qu'ils ne se mettent pas de contraintes particulières. Voilà. Après, je n'ai pas été confrontée à un événement particulier. Donc, je ne saurais pas trop de quoi parler. Peut-être que ça va venir en continuant de discuter, mais j'ai pas d'éléments particuliers. Et il y a une question dans mon podcast que j'aime beaucoup poser, qui est quand même les joies et les galères de maman. J'avais envie de t'entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est marquant pour toi dans ta vie de maman, aussi bien dans le positif que le moins positif? Honnêtement, j'ai des joies chaque jour. Le petit sourire d'un enfant, de mes enfants, où je sais pas, ils me disent merci maman pour ça, je sais pas, chaque événement est un peu une joie. Et les galères, ça aussi on en a un peu tous les jours. Le démarrage de Jolie Mama avec notre
job à côté, etc. Pour moi, ça a été très, très dur. Je trouve qu'on tombe vite dans une spirale infernale où on n'est pas beaucoup là pour ses enfants. Du coup, on culpabilise. Du coup, on est encore moins bien. Du coup, on est moins là. Et du coup, on culpabilise. Et je trouve ça hyper difficile. Et là, j'ai l'impression justement que tu as fait ce chemin et que tu as réussi à trouver cet équilibre parce que ta boîte était lancée, peut-être que tu avais plus confiance et que c'était le bon moment pour reprioriser sur la famille et avoir ces temps de qualité avec tes enfants en fin de journée et être présente finalement dans le quotidien. Ouais, après, on sent que c'est des équilibres fragiles. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire à un moment, j'ai trouvé l'équilibre et c'est bon, je suis lancée, tout va bien. Quoi, c'est des choses qu'il faut retravailler un peu régulièrement pour être sûr que cet équilibre reste bien en place. Je vais rebondir sur cette notion d'équilibre. On sait, et tu l'as dit, le temps qu'il faut consacrer à sa boîte quand on la crée. Donc, vous avez tous les deux des jobs très prenants. Quelles sont vos clés, en fait, pour vous préserver tous les deux en tant que couple? En tant que couple. Alors, c'est marrant parce que j'en parle pas mal autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps entre eux. Mais nous, je trouve qu'on passe pas mal de temps ensemble. Peut-être parce que si on se met quasiment jamais d'événements le soir, pro ou perso, en semaine. Donc, le soir, on est ensemble. Donc, voilà, il y a déjà tous ces moments. Alors, d'ailleurs, j'espère qu'elle l'écoutera, mais une de mes sœurs m'offre chaque année comme cadeau de me garder les enfants un week-end. Meilleur cadeau. Exactement. Et du coup, voilà, donc c'est un peu le rituel. On a un week-end à deux. Pauline, qui a aussi été interviewée, disait que finalement aussi, dans les moments en famille qu'on a à 5, j'ai l'impression on crée quelque chose aussi à deux à travers ça. J'ai l'impression qu'on a réussi à trouver une organisation qui permet quand même d'avoir du temps. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, dans votre organisation de vie, dans votre planning, votre couple est une priorité? Non, j'aurais du mal quand même à dire ça. Je pense que, en tout cas, il n'en souffre pas aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit la priorité. Je pense que c'est quand même très orienté sur les enfants. Sans être la priorité, est-ce que c'est une priorité? Est-ce que quand vous faites, je ne sais pas si le dimanche soir, vous faites le planning de la semaine, est-ce que vous avez cette idée en disant, nous deux, c'est quand en fait On n'en parle pas, ça devient... Mais je pense que c'est parce que ça ne nous pèse pas. Tu vois, on ne se dit pas, il n'y a pas assez. Mais non, c'est des choses qu'on ne planifie pas. Mais tu vois, on est au moins 4 soirs par semaine tous les deux. Donc voilà, oui. Après, donc en fait, c'est naturel, ça fait partie de votre façon de vivre, en fait, de votre rythme de vie, que votre couple ait sa place dans la semaine. Ouais. Exactement. Est-ce que tu nous partagerais une ou deux clés, un ou deux tips de votre amour, de comment vous préservez votre complicité, de ce qui vous fait rester connectés l'un à l'autre au jour le jour? Mais honnêtement, c'est dur, c'est que c'est très naturel, tu vois. J'ai l'impression qu'on n'a pas mis en place de rituels, de choses. Et c'est marrant parce que dans notre entourage, régulièrement, on dit, mais c'est fou, on dirait que vous venez de vous rencontrer. Tu sais, parfois on dit, ça diminue un peu. Bon, toi aussi, ça fait longtemps que t'es mariée, mais au fil des années, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on a toujours le même truc. Et donc, on fait rien de spécial. Alors, je suis désolée, du coup, j'ai pas de clé. Mais non, mais c'est beau aussi d'entendre que ça peut être que c'est quelque chose qui existe déjà. Tu vois, d'être aussi amoureux après 14, 15, 16 ans, même plus, puisque tu as dit que vous étiez rencontrés. Ça va faire 20 ans, là, qu'on est ensemble. Donc, moi, j'adore entendre ça, évidemment. Et que, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous forcer ou de travailler le truc, que c'est naturel, en fait, qu'il y a quelque chose comme ça entre vous. C'est pas parfait, hein. Tu vois, je veux pas non plus perdre un truc. Évidemment. Mais honnêtement, je peux pas du tout. Non, mais il faut pas avoir honte de dire, je suis heureuse dans mon couple et ça marche bien. Et voilà, ça fait 20 ans, mais on se regarde toujours avec autant d'intensité et c'est possible, tu vois. Après, tu vois, il y avait quand même eu des moments, notamment après la naissance du 3e, où tu vois, quand t'es vraiment épuisé et tout, je trouvais que là, c'était dur et ouais, c'était un peu, voilà, on avait quasiment pas de temps parce que quand on a 3 petits, voilà. Mais là, depuis quelques années, comme les enfants ont grandi, c'est redevenu un peu comme limite au début où t'as quand même pas mal de temps à deux, ou même quand on est tous les 5 chez nous, ils font leur vie dans leur chambre et du coup, tu as quand même pas mal de moments à deux. Et est-ce qu'il y a eu un avant-après? Tu nous as parlé de cet été 2022 où tu étais vraiment tombé assez bas. Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées, que ce soit dans le couple ou plus dans large? Le couple et peut-être plus largement? Ouais, dans le couple, en fait, je me suis mieux organisé mon temps. J'ai essayé de me libérer certaines soirées pour qu'on soit vraiment... Parce qu'avant l'été 2022, c'est vraiment tous les soirs, je bossais jusqu'à super tard. Donc en fait, j'avais pas de moment avec les enfants, j'avais pas de moment à deux, j'allais pas voir des potes, je faisais rien, quoi. Et donc, oui, depuis... Alors, ça a mis du temps, hein, c'est peut-être pas non plus très net, mais je pense qu'il faut se dire qu'il faut faire les choses petit à petit, sinon c'est trop gros changement, c'est très difficile à mettre en place. Mais ouais, petit à petit, j'ai réussi à ce qu'on passe plus de temps le soir à mieux organiser mon travail, à me mettre des objets, à faire moins mais mieux. C'est une phrase qui, en tout cas dans l'entrepreneuriat, et
je pense, très, très utile à avoir en tête. Et voilà. Mais oui, je pense que le fait d'avoir libéré du temps, forcément, ça aide. Parce que si on passe plus de temps ensemble, on retrouve cette complicité. Et voilà. Est-ce que dans ce moment de tourmente, peut-être, c'est intéressant, tu as eu des warnings de tes enfants ou des remarques, des choses qui t'ont éclairé, qui t'ont fait prendre conscience que c'était important de peut-être changer un peu le curseur? Énormément, c'est une très bonne question. En fait, quand on a des enfants qui sont suffisamment grands, je trouve que c'est en général les personnes de ton entourage qui t'alertent le plus vite parce qu'ils sont sans filtre et qu'en fait, t'es pas là, ils vont te le dire, quoi. Et moi, ils me disaient, maman, tu fais que travailler, regarde papa, lui, il est là. Donc, ils avaient énormément de phrases comme ça, ou me dire, toi, tu joues jamais avec nous, tu t'énerves vite. Donc, oui, mais ils me l'ont dit pas juste à la fin, ça faisait déjà un moment qu'ils me le disaient. Donc, mais après, c'est un peu coquin parce que maintenant que je suis beaucoup plus présente, ils en veulent toujours plus. Ils sont là, mais pourquoi tu déjeunes pas tous les midis avec nous? T'es là, en fait, c'est déjà énorme ce que je fais. Je regarde autour de toi, les mamans font pas tout ça. Donc après, j'ai l'impression que c'est jamais assez pour eux et qu'ils prennent vite les habitudes de ce que tu as mis en place et ils en voudraient un peu plus, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant de se dire, en effet, on donne un peu, ils demandent plus. Et du coup, je pense que ça concourt à cette fameuse culpabilité maternelle dont on parle souvent. Parce que, en fait, on a l'impression de jamais donner assez. Et c'est déjà très bien tout ce que tu partages avec eux. Donc, je vois ce que tu veux dire. Pour inspirer les porteurs de projets qui nous écoutent et qui entreprennent déjà ou qui ont envie d'entreprendre, qu'est-ce que tu dirais que tu as bien fait, que vous avez bien géré dans ce business? Ou au contraire, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors, je vais commencer par la deuxième. Je pense que si c'était à refaire, je referais tout différemment, mais parce que c'est mon tempérament. C'est-à-dire que, tu vois, je vois qu'il y a plein de trucs qui n'étaient pas parfaits, mais je pense qu'en faisant différemment, je ferais d'autres erreurs, tu vois. Et du coup, je pense qu'il faut se dire qu'on fait des erreurs. En fait, quand on entreprend, c'est obligatoire. On se met forcément un peu à nu, un peu à risque. Et donc, il y a des erreurs qui sont faites. D'ailleurs, même quand on est salarié, on peut faire des erreurs. Mais donc, on peut faire des erreurs. En tout cas, ne pas s'arrêter, tu vois, aux erreurs. Et je pense que ce qu'on a réussi, justement, c'est qu'on a eu des énormes galères. Vraiment des trucs où on aurait pu dire, OK, on arrête et c'est fini et tant pis. Par exemple, notre site, on vend en ligne. 98% du chiffre est fait en ligne. Notre site internet, en juin 2022, nous a planté. Voilà, quoi, en gros, il ne marchait pas. On avait changé, on était passé par une nouvelle agence et le truc ne marchait pas. Il n'a pas marché pendant des mois. Et là, tu te dis, en fait, voilà, d'un coup, on n'avait plus de chiffre d'affaires, etc. Et c'était hyper difficile. On aurait pu se dire, on arrête. Alors, on a eu aussi une erreur. En fait, nos produits sont bio. Et en fait, il y a une erreur au sein de l'organisme certificateur bio qui nous a dit, en fait, vos produits sont plus bio, vous ne pouvez plus rien vendre. C'était une erreur de chez eux. Sauf que nous, en fait, pour résoudre le truc, on a dû prendre des avocats, c'est pas un procès, mais en gros, les convoquer, etc. Et en fait, ça, c'était encore un peu à nos débuts. Mais là aussi, on aurait pu dire, mais en fait, on arrête. Et voilà, à chaque fois, on s'est battu. Alors, il y a toujours une phase où c'est genre l'horreur absolue, on se dit que c'est fini. Mais ces phases-là, elles ont duré 24-48 heures. Et après, on se dit, OK, on reprend les choses calmement. Et on fait les choses step by step. On croit en ce qu'on fait. On va y arriver. Et voilà, donc ça, et je trouve que, en tout cas, en apprentissage personnel, on a vraiment évolué énormément. Et ça, je pense que de savoir gérer notamment ces moments de crise, quel que soit l'avenir de la boîte, etc., c'est un truc qui est hyper utile dans sa vie pro, mais aussi parfois dans sa vie perso. Donc voilà. Et ça, je pense que pour en discuter avec pas mal d'entrepreneurs, on passe tous par des moments difficiles. Et c'est voilà, de prendre ces choses-là avec calme, etc., c'est vraiment important. Sûr. Et puis, c'est de ces mini-échecs qu'on en ressort beaucoup plus fort et qu'on apprend finalement. Ouais, mais en fait, quand t'es dedans, tu sais, ce genre de phrase, ça te saoule. Ouais. Ouais, ok, bon, mais bon, c'est là, clair, mais avec du recul, t'es trop content parce que tu sais gérer des situations en plus. Et ce qui s'est bien passé, est-ce que tu conseillerais peut-être à ceux qui nous écoutent? Alors, ce qui s'est bien passé, qu'on a mis du temps à mettre en place, c'est déjà d'avoir une organisation où on se fixe personnellement, tu vois, des contraintes et de pas se laisser envahir par la boîte dans sa vie de tous les jours. Et aussi de se fixer des objectifs, alors un qui soit atteignable, et deux, qui matchent avec la façon dont tu veux vivre, etc. Je trouve qu'on est parfois, parce que tu vois les autres à côté qui avancent très vite, qui machin, soit la société, soit toi, tu te dis, en fait, j'ai pas le choix, je dois faire la même chose, il faut que j'ai atteint tant de machin, de chiffre d'affaires, tant de trucs, etc. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Tu vois, c'est pas ce qui compte, c'est que toi, tu sois bien dans ton projet. Bien sûr. Oui, l'argent, il en faut un minimum pour vivre, etc. Mais tu vois, t'as pas non plus besoin de tout ça. Il y a peut-être des gens pour qui la reconnaissance est très importante, mais je pense que c'est pas non plus tout le monde. Mais du coup, pour moi, c'est de ne pas trop regarder ce qui se fait ailleurs et de se fixer des objectifs
atteignables et qui correspondent à ce que toi, tu as envie de faire, quoi. Tout à fait. L'importance de se connaître aussi exactement. En tant qu'entrepreneur. Avant de se quitter, est-ce que tu as un dernier petit mot à passer que tu auras envie de partager, à laisser à tes enfants, à ton couple, pour les femmes qui nous écoutent? Vivez au jour le jour, votre vie au maximum. Moi, je trouve que on pense souvent, tu sais, à genre, et dans 10 ans, mais mes enfants, j'ai hâte qu'ils aient tel âge et tout. Je trouve qu'il faut vraiment profiter du quotidien dans ses familles, avec son couple, et pas se dire toujours, je ferai ça dans 1 an, dans 6 mois. Et pareil, dans sa boîte, d'essayer de trouver, pour les entrepreneurs, des satisfactions personnelles chaque jour, et pas se dire, OK, bon, là, c'est galère pendant 2 ans, mais après, je trouve qu'il faut profiter de chaque instant. Merci. Très belle philosophie. Je suis sûre que ça en inspirera plus d'une. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à vous 3. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.